Mesdames et messieurs, bienvenue. Ravi de vous recevoir pour ce second épisode des CNT Travel Web Talks. Si vous avez vu le premier épisode sur l'expérience client et la promesse touristique, vous savez que chaque épisode traite une thématique liée au tourisme avec un panel d'invités constitué des membres de la communauté de l'industrie du voyage, mais pas que. Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant vos notifications. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet qui, à première vue, semble comme une évidence. Mais dès lors que nous nous y intéressons de plus près, on y voit sa complexité. Le tourisme est-il l'affaire de tous? Le plus bel endroit du monde. Selon le magazine américain The Hollywood Reporter, le Maroc serait le plus bel endroit du monde. Le tourisme est l'un des vecteurs majeurs de l'économie marocaine qui est appelé à gagner encore plus en importance. C'est une industrie motrice ayant longtemps permis de déclencher une profonde dynamique de croissance économique et sociale, notamment à travers des revenus générés et les emplois créés. C'est ainsi que le Maroc a accordé principalement durant les 2 dernières décennies une place de choix à l'activité touristique dans sa politique de développement. Le nombre d'arrivées de touristes au Maroc est passé de 4,4 millions en 2001 à plus de 13 millions en 2019. Les recettes générées par les non-résidents ayant séjourné au Maroc se sont situées en 2019 à plus de 80 milliards de dirhams. À la fin 2019, les nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés ont enregistré plus de 25 millions de nuitées. Le tourisme contribue largement à la création de richesses, à la diminution du chômage et de la pauvreté avec une augmentation globale représentant plus de 10% du PIB. Le secteur est également un excellent pourvoyeur en emploi avec plus de 540 000 emplois directs, soit près de 5% de l'emploi dans son ensemble de l'économie. En conclusion, tous nos indicateurs sont au vert. Au su de ces informations, pouvons-nous donc affirmer que le tourisme est l'affaire de tous? Comment s'assurer que tous les maillons de la chaîne de valeur de cette industrie assument leurs responsabilités? Afin de répondre à cette question, je suis heureux de recevoir nos invités du jour. Politicienne, elle est déléguée aux relations internationales et à la coopération décentralisée au conseil communal de la ville de Marrakech. Elle est active dans le domaine associatif, notamment dans l'association Dar el-Bir Wal Ihsan. Madame Awatif Berdei, bienvenue. Avec près de 10 années dans l'enseignement supérieur au Canada, dans le domaine de la stratégie, du marketing et du service, il met depuis 2015 sa polyvalence professionnelle et son expérience opérationnelle au service des acteurs publics et privés pour un accompagnement global dans l'asset management, le conseil stratégique, l'élaboration des projets territoriaux et la mise en œuvre des politiques d'attractivité. Monsieur Jalal El-Boudedi, bienvenue. Merci. Il est entrepreneur dans la gestion des musées, éditeur et imprimeur, président de la CGEM Marrakech Safi et conseiller parlementaire à la 2e chambre pour la CGEM. Monsieur Youssouf Mouhi, bienvenue. Merci. Enfin, elle est chargée de la conversation et la conservation du musée Yves Saint-Laurent et du musée Berbère, la Fondation Majorelle. Elle est présidente de l'association En Marche, qui organise chaque année le Festival international de danse contemporaine et cette année la Biennale de danse en Afrique en mars 2020. Madame Sana Diounsi, bienvenue. Merci. Nous avons baptisé ce programme Web Talks, donc comme vous le savez. Et avant de vous donner la parole, nous allons lancer, comme à l'habitude de nos épisodes, une première vidéo. Une vidéo qui a été réalisée par l'ONMT à l'occasion du Tourism Day. Cette vidéo met en avant les 10 raisons pour lesquelles le tourisme serait la plus belle de nos ressources. Donc, je vais demander à la régie de nous envoyer cette vidéo et après, on pourra en débattre et voir ce que vous en pensez. Régie vidéo, s'il vous plaît.
Voilà, de retour avec vous, cette vidéo, elle a un intérêt certain. C'est celui de mettre en exergue en quoi le tourisme serait notre plus belle ressource. Donc, on a vu sur la vidéo créateur d'emplois, générateur de revenus, catalyseur, porteur, inclusion. Il y a des mots très forts qui sont utilisés par l'ONMT. Je vais commencer par donner la parole à Monsieur Jalal El-Oudazi pour nous donner son avis. Et puis, on ira dans le sens des aiguilles d'une montre et on passera ensuite à Madame Awatef, puis à Madame Nyonsi et puis enfin à Monsieur Ismouhi. Très bien. Écoutez, les 10 raisons évoquées, on pourrait rallonger la liste comme on pourrait aussi la raccourcir. Mais indéniablement, le tourisme est sujet à beaucoup d'intérêts, à beaucoup de questionnements. Et pour répondre à la question du jour, est-ce que le tourisme est l'affaire de tous, je dirais oui. Il est bien plus que l'affaire de tous, et s'il l'est pas, il faudrait que tous se l'approprient comme sujet et peut-être comme une des priorités. Quand je dis tous, je pense aussi bien aux acteurs engagés, aux acteurs économiques, aux opérateurs, ainsi que aux acteurs publics, personnes morales et personnes physiques, et j'en passe. Quant à l'affaire de tous, vous avez évoqué la chaîne de valeur du tourisme. J'aimerais juste rappeler peut-être que le tourisme lui-même, en tant que partie prenante et maillon lui-même d'une chaîne de valeur beaucoup plus grande, et que si sur certains territoires, puisqu'on est à Marrakech, j'en profite, et c'est une des portes d'entrée et un élément parmi d'autres. Tout ça pour juste peut-être attirer l'attention sur le fait que le tourisme tout seul n'est pas suffisant, et que le tourisme est l'affaire de tous parce que il est transversal. La transversalité du tourisme est un fait dont toutes les parties prenantes doivent être conscientes. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction au sujet, non moins forte, je dirais. Je vais vous laisser la parole, Madame Elberdaï, pour nous dire plus ou moins quelle est, pour vous, cette notion de l'affaire de tous, telle que la vidéo l'a présentée. Je vous remercie d'abord. Et sincèrement, oui, effectivement, lorsqu'on parle de tourisme dans sa globalité, c'est une affaire lorsqu'on dit de tous, c'est-à-dire de chacun, de chaque citoyen, de toutes les institutions, de la ville. Et lorsque nous parlons, vu que je suis complètement impliquée et que, en tant que relations internationales et vice-présidente à la commune de Marrakech, lorsqu'on parle de tourisme et ville, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en valeur. Une ville doit être par rapport à ce domaine qui est surtout dans notre ville, qui est Marrakech, et doit mettre à disposition ce bien-être, non seulement pour le tourisme, mais en même temps, il faut pas oublier que le citoyen est lui-même un touriste dans sa vie. Donc, lorsque nous parlons de tourisme, et lorsqu'on parle de tourisme pour tous, ce ne sont pas seulement ceux qui visitent, mais nous devenons nous-mêmes des visiteurs. Et la ville joue un rôle essentiel et de base dans le sens où beaucoup de choses doivent être prêtes et doivent être à disposition pour le citoyen qui est lui-même un touriste. On peut détailler beaucoup plus. Non, c'est déjà très très bien, c'est déjà très précis, je dirais. Avant de vous questionner, je vais continuer ce tour de table et vous laisser à chaud nous dire ce que vous en pensez. Et puis après, on essaiera de se faire des échanges. Madame Lyonsi. Pour moi, le tourisme, c'est une définition du partage. Parce que on partage notre histoire, on partage notre pays, on partage notre quartier, on partage nos espaces, on partage notre gastronomie, on partage notre savoir, et on crée une curiosité chez l'autre. Et pour moi, la meilleure manière de répondre à cette curiosité, c'est d'être l'ambassadeur soi-même de
de ce qu'on veut partager. Donc, si on n'est pas nous-mêmes ambassadeurs, chacun de nous-mêmes, comme a dit Madame Badaï, c'est une responsabilité de chacun de nous pour mieux représenter en fait ce pays, cette histoire et ce qu'on veut passer à travers ce tourisme-là. C'est la responsabilité de l'épicier, de l'artisan, de l'artiste, du musée et de tous les espaces qui sont par lesquels un touriste, qui soit étranger ou même marocain, parce que le Marocain c'est aussi un des premiers touristes et son œil est très important, puisse passer. Le tourisme et le poulpe qui a plusieurs bras et chaque bras il concerne un secteur, que ce soit l'industrie, que ce soit l'économie. Enfin, c'est un secteur Transversal. Voilà, transversal, comme il a dit notre ami. Jalal, effectivement. Monsieur Soumahi, est-ce qu'on peut avoir votre pouls de cette fameuse question? Ouais, au fait, dans la question, il y a déjà la réponse. La réalité du tourisme, comme vient de dire mes chers amis, c'est un domaine transverse. C'est-à-dire que pour réussir pourquoi on dit que c'est un domaine transverse? Parce que pour réussir le tourisme, c'est-à-dire demain, si on veut évoluer, si on veut aller plus loin en termes d'arrivée ou en termes de nuitée, on se dit comment on va faire. Et dès qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'il ne suffit pas de construire de la capacité, c'est-à-dire des chambres, pour que on puisse avoir plus de touristes. De la même manière, on peut pas venir et dire on fait plus de lignes aériennes et tout de suite on a plus de touristes. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire vous allez dans le contenu touristique, vous allez dans tout ce qui est culturel, donc vous allez dans la sécurité. Madame Baldé a parlé un petit peu de la responsabilité de la commune dans la réussite du tourisme. Au fait, moi, je préfère aborder cette thématique par cet aspect de responsabilité. C'est de dire quelle est la responsabilité des uns et des autres pour bien voir si c'est l'affaire de tous ou pas. Si on se dit quelle est la responsabilité des uns et des autres pour réussir à faire plus d'arrivées et plus de nuitées et plus d'argent, parce que là je parle plus de croissance, je parle un petit peu du domaine où j'évolue, qui est le domaine de la création d'entreprises et de la création de richesses et de valeurs. Et d'emploi. Bien sûr, et d'emploi, c'est le corollaire. On commence par la valeur et l'emploi suit. On se dit comment dans ce secteur. Et tout de suite, on se retrouve dans une diversité d'actions qui, comme tout le monde le sait, va du taxi, de l'aéroport, du restaurateur, de l'artisanat, du vendeur, du musée, comme disait madame, etc. Donc, d'office, c'est l'affaire de tous. Mais, si Jalal tout à l'heure a posé une question qui est réelle, est-ce que les gens le savent? Est-ce que tout le monde est conscient que c'est l'affaire de tous et pourquoi? Parce qu'on peut descendre jusqu'au plus petit niveau. On a parlé d'épicier, on a parlé même du simple passant dans la rue à qui on va demander une information et qui va donner cette information avec le sourire, ou est-ce qu'il va juste la donner ou même pas la donner? Donc, au Maroc en général, à Marrakech en particulier, on se doit d'être tous au même diapason, de se dire, de savoir que si on ne participe pas, chacun de de là où il exerce ou de là où il a une responsabilité, ça va de l'école, parce que c'est une réalité aussi. On n'enseigne pas à nos enfants à l'école que on est un pays touristique et que par rapport à cela, on doit être, on doit rendre service, on doit être avenant. Et partout, que ce soit dans les bus, on n'a pas vu de campagne de sensibilisation de la population en masse. On va dire qui doit le faire, qui doit pas le faire, c'est une autre affaire de gouvernance, etc. Mais dans la réalité, moi, comme vous l'avez présenté, je représente la Confédération à la deuxième chambre du Parlement marocain et on est amené à poser des questions et à exiger des choses de nos ministres. La difficulté dans ce secteur, c'est quand vous posez au ministre, disons, du tourisme la question disant il faut faire ceci, vous dites c'est pas moi, ça c'est le ministère de l'Intérieur, ou c'est le ministère du Transport, ou c'est le ministère. Donc, dans la réalité, vous vous trouvez confronté à une diversité et à une multitude d'intervenants, donc qui peuvent faire que le tourisme aille mieux
ou aille mal. Donc, concrètement, pour répondre à la question, c'est l'affaire de tous. Si ça ne l'est pas, ça doit l'être. Comment? C'est une autre paire de manches, c'est une autre affaire. On peut en discuter si vous voulez. Alors, on est là pour en discuter. Hein. Vous m'avez fait ma conclusion, je vous en remercie. C'est déjà ça de gagner. Mais effectivement, dans la question, il y avait effectivement la réponse. Hein. On le sent et on le dit, c'est l'affaire de tous. Mais derrière c'est pour ça que je dis que derrière cette facilité, quelque chose qui est presque normal, il y a une complexité. Cette complexité, vous l'avez fait toute ressortir à votre niveau, en parlant de transversalité, en parlant du miroir, en disant nous-mêmes, en parlant du partage, en parlant d'ambassadeur, en parlant de l'autre, en parlant de la responsabilité citoyenne. J'avais peur que le débat tourne autour seulement de vous, qui représentez donc la ville, et qu'on vous dise oui, mais vous devez nous faire, Parce que c'est très souvent comme ça que tournent les débats. On attend de l'État, suprême, comme on imagine, de faire tout pour nous. Et vous avez tourné le débat dans quelque chose qui ramène aux citoyens et à la responsabilité réelle. Donc dans tout cela, c'est la question qui se pose aussi derrière. Donc est-ce que c'est la responsabilité ou c'est comment éduquer nos citoyens? C'est ce que vous disiez. Et vous, nos citoyens, mais aussi nos institutions. Vous, Monsieur El Ouidadi, qui travaillez très souvent avec donc le public et le privé, qui faites ce pont entre les deux. Quelles sont les difficultés que vous trouvez à rendre conscients les gens de leurs responsabilités à ce niveau-là? C'est une grande question. C'est une question quasi existentielle. Écoutez, on va faire plus simple. C'est toujours dangereux quand on nous dit on va faire plus simple. On va faire plus simple dans la mesure où, écoutez, vous m'auriez posé la même question il y a quelques années, j'aurais peut-être pas eu la même réponse. Et paradoxalement, quand on regarde les choses évoluer, vous avez vu le lexique ou le champ lexical qui a été utilisé dans l'espace de 5 minutes. On est passé d'une terminologie, parler d'industrie, on a parlé de secteur, on a parlé ce que j'appelle moi le millefeuille de gouvernance de la chose touristique. Bien entendu, éduquer, sensibiliser, mais bien avant ça, ce qui me rassure, c'est que les valeurs du tourisme font partie de l'ADN de notre population et de notre culture. On partage, quand nous recevons et nous accueillons des visiteurs, on partage un même territoire avec eux. Et non seulement avec eux, mais je dirais qu'il y a peut-être 3, 4, 5 couches de population qui se disputent le même territoire. Et au lieu d'aller dans des bantoustans ou des ghettos touristiques comme on fait on en fait le choix d'autres destinations, on a cette facilité extraordinaire due certainement à nos valeurs sociétales qui sont l'hospitalité, le partage, des valeurs un peu oubliées par ces visiteurs qui viennent dans leur pays en tous les cas, pour ceux qui viennent de l'Occident à la rencontre d'eux-mêmes à travers la rencontre de l'exotisme et de l'Orient, même si... Quand vous dites elles sont oubliées, excusez-moi de vous couper, elles sont oubliées par l'autre ou même par nous? Elles sont oubliées par l'autre. Même nous, on l'oublie. Le voyageur, quand il voyage, il part à la rencontre de l'autre, mais en réalité, je pense qu'il... Par la rencontre de lui. Il va vers la rencontre de soi à travers l'autre. Et c'est quelque chose que nous savons faire. Nous n'avons pas besoin d'émettre des théories fulgurantes ou de modéliser, mais simplement observer. Le tourisme a été étudié par les sociologues, par les géographes, par les économistes, aujourd'hui par les marketeurs, tout simplement parce qu'il n'existe pas encore, même si on a voulu la faire exister, une science du tourisme. Exactement. Mais tous ces observateurs ont fait leur constat et ont compris ou essayé de comprendre et ensuite peut-être de modéliser à travers l'observation. Et à travers l'observation de laboratoires vivants comme le Maroc l'est. On a cette chance. Nous avons une population d'accueil qui est ouverte à l'autre. Nous avons un inventaire
incroyable d'artefacts tangibles à travers les artefacts patrimoniaux qui soient mis en valeur ou pas, qu'il y ait de la création patrimoniale ou pas. C'est vrai que on est beaucoup aidé par ce qu'on appellera le déterminisme naturel, hein, le ciel bleu, les cimes enneigées de l'Atlas, le vert de la Palmeraie, le rouge des remparts, enfin, même si c'est pas si naturel, c'est le déterminisme historique. Mais une chose est claire, c'est qu'il est plus facile de faire véhiculer les valeurs de l'accueil dans une société comme la nôtre qu'ailleurs. Et la faire véhiculer entre nous ou la faire véhiculer à l'extérieur? Parce qu'il y a... La faire véhiculer d'abord entre nous. Vous savez que les business models les plus évolués aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'économie du partage, pour ne pas les citer, Airbnb ou Live Like a Local, etc. On y arrive. Avant de parler de leur business model, le rationnel derrière le business model, c'est qu'ils ont compris que la confiance se donnait plus facilement à ceux qui vivent dans une destination au quotidien que par ceux qui la vendent. Ce n'est pas manquer de respect aux acteurs qui confectionnent, qui élaborent des produits ou des prestations ou des packages ou des forfaits ou même des expériences. Mais ils ont compris que quand on mettait à contribution le résident local, quand on mettait l'humain au cœur de la préoccupation et de l'émotion, et en créant et en partageant, comme le disait tout à l'heure Madame, de la mémoire, du savoir, en chuchotant des secrets sur la destination où vous êtes, eh bien quelque part le guide bleu, le conventionnel, ou les grandes encyclopédies, voire même, on est dans le digital, ce qu'on peut retrouver dans des plateformes, et aujourd'hui en termes de contenu, est sorti dans la rue, est sorti dans la conscience collective, dans la conscience collective et dans la complexité, et dans la vie civile. C'est-à-dire qu'il est rare de trouver un territoire comme le nôtre qui partage cet espace de vie avec 5, 6 couches de population, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez l'habitant, le résident, vous avez l'invité, le visiteur, vous avez le travailleur saisonnier, vous avez l'expert de passage, vous avez et tous ces gens-là vivent dans le même espace. C'est pas évident. C'est pas évident d'éviter les frictions et on se dispute cet espace vital de manière très intelligente et de plus en plus intelligente. Peut-être qu'il suffit de renforcer les expériences de vie des uns et des autres pour aller vers peut-être. C'est extraordinaire parce que vous allez exactement là où j'aurais souhaité que vous alliez, et c'est le marketeur qui est sorti de vous et qui nous a emmenés vers Airbnb, qui pose cette notion de l'affaire de tous, mais le business de tous. Parce que c'est devenu aussi une source de revenus pour les gens, et c'est là où moi je vais vous interpeller, Madame Berdé, pour savoir comment la ville vit avec ces réseaux sociaux qui vont très très vite, ces réseaux d'expérience qui vont très très vite. Aujourd'hui, Airbnb crée Airbnb Experience. Vous allez par exemple sur les guides, vous avez des guides des personnes comme vous, moi, qui se sont improvisés guides parce qu'ils avaient l'amour de leur ville et qui veulent le partager, et qui ont aujourd'hui 1400 avis. 1400 avis pour un guide sur Airbnb Experience, ça veut dire qu'il a fait au moins 1400 visites sur la dernière année. Il faut en prendre conscience, et comment la ville prend conscience de ce type de choses. Alors, écoutez, nous, si je dois parler, d'abord, c'est une prise de conscience de chacun, et que si je dois parler de Airbnb, je ne peux pas vous répondre, parce que la ville ne pourra jamais encourager ce réseautage. La ville, au contraire, elle encourage tout ce qui est structuré, tout ce qui est tout ce qui est touristique, structuré, c'est-à-dire les institutions qui sont là et qui travaillent et qui paient. Maintenant, ce sont des choses modernes, absolument. Nous vivons avec et nous travaillons pour, et c'est peut-être un levier pour économiquement parlant. C'est peut-être quelque chose qui va rapporter et qui rapporte sûrement.
mais il faut que ça intègre, il faut qu'ils puissent intégrer une façon c'est-à-dire de payer et de participer comme des autres acteurs touristiques. On ne peut pas aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a construit un hôtel et qui a des comptes à rendre et qui doit payer ses impôts et puis vient par un réseautage. Donc, il faut trouver le moyen aussi de rentrer et de pouvoir aussi participer d'une façon ou d'une autre. Bien sûr que le citoyen est impliqué parce que, comme vous avez si bien dit, lui-même devient un acteur touristique, lui-même reçoit, lui-même il est. Bien sûr, nous sommes tous des ambassadeurs. Nous sommes tous des ambassadeurs parce que nous voulons bien et nous sommes conscients de la richesse de notre pays, de notre ville, de tout ce que nous apportons. Mais il y a des choses à respecter, il y a des choses auxquelles il faut quand même se plier et pour pouvoir partager. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah si, très bien. Maintenant, à part ce réseautage, en ce qui concerne la ville aussi, c'est-à-dire lorsqu'on dit ville et tourisme, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, qui va ensemble. Il y a eu des prises de conscience, pas seulement chez nous, mais dans une ville, par exemple, industrielle, du jour au lendemain, elle n'est plus industrielle. Les choses ne vont plus, l'industrie ne va plus comme elle a toujours été. Et puis, il y a eu cette intelligence, c'est le tourisme. C'est par exemple les années 80, c'est le tourisme qui est sorti économiquement. C'est grâce au tourisme qu'on est sorti de la crise entre les années 70 et 80. C'est le tourisme qui a fait, disons, redémarrer les choses. Nous avons vu des villes qui se sont converties, par exemple, des espaces qui sont industriels redevenir des espaces culturels, des espaces où il y a des festivals. Énormément. Donc, il y a cette prise de conscience de pouvoir s'approprier. Une ville doit s'approprier beaucoup d'événements et mettre ce que je l'ai dit tout à l'heure à disposition, non seulement à celui qui vient de l'extérieur, mais aussi aux citoyens de la ville. La ville de Marrakech, par exemple, elle a ce qu'on appelle ce programme de proximité culturelle. Donc, elle va vers le citoyen pour qu'il puisse aussi s'approprier tout ce qui se passe dans sa ville, dans son quartier. Est-ce que l'information, elle est distillée de la bonne manière, ou est-ce qu'elle est distillée avec le regard du passé? C'est-à-dire, le tourisme aujourd'hui, on voit bien qu'avec ces nouveaux outils que sont Booking, TripAdvisor, Airbnb, a complètement changé la donne. C'est une opportunité, je pense, réellement. Mais pour le bien Maroc. sûr, c'est une grande opportunité lorsqu'on sait que le Maroc, que Marrakech, TripAdvisor, est très bien classé. Donc, bien sûr, c'est une opportunité parce que c'est le réseautage aujourd'hui est quelque chose qui est à portée, je dirais, demain. Le digital. Donc, c'est clairement. Donc, on ne peut pas passer à côté. Nous avons besoin de ce genre de réseautage. Et nous avons besoin aussi dans ce domaine-là de professionnels. Nous ne pouvons pas, nous en tant que citoyens, nous ne pouvons pas faire chacun est là où il doit être. Et donc nous pouvons, c'est là où je reviens à le tourisme est une affaire de tous, même dans ce domaine. Ouais. C'est-à-dire que chacun doit participer à sa façon pour pouvoir encore et encore. Le problème, il y a toujours, je dirais, le revers de la médaille. Mais le problème, c'est pouvoir continuer dans l'excellence, continuer dans ce qu'on offre. Il faut vraiment que ça puisse être quelque chose qui doit être pérenne. Parfait. Merci beaucoup. Madame Elberda, je vous remercie pour ces informations qui nous donnent une meilleure perspective sur comment le mieux vivre ensemble et comment intégrer ces acteurs dans la perspective de la ville. Je vais en profiter pour me tourner vers Madame Monti. Vous, avec la Fondation Majorelle, vous êtes certainement le plus gros pourvoyeur, on va dire, de visites de la ville. Comment est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous avez des problèmes autour de ce flux? Si tel était le cas, quelles sont les solutions que vous imaginez les meilleures et de quels outils avez-vous besoin? Oui, on a des problèmes. Ah, ça commence bien.
qui pour d'autres personnes ne seraient pas des problèmes, mais nous, on a un grand problème qui est l'influence. Aujourd'hui, on est à un taux de 3000 personnes par jour. C'est une moyenne, en fait. Jardin Majorelle, avec 1000 personnes au musée Berbère et 1200 personnes au musée Yves Saint Laurent qui a ouvert il y a 2 ans. En quoi c'est un problème? Parce que moi, je vais parler je suis chargée de conservation. Le public est un nuisible. En conservation, c'est un terme, même si c'est un être humain, désolé pour le terme, mais c'est un nuisible. Le métier d'un musée, c'est de conserver pour pouvoir garder un objet le plus longtemps possible et pouvoir le transmettre à d'autres générations. Donc, le public est un nuisible. Ça veut dire que le bâtiment se dégrade beaucoup plus rapidement quand il y a beaucoup d'influence. Donc, c'est quelque chose qui est normalement censé être bénéfique parce qu'on a besoin de cet argent pour pouvoir entretenir et les établissements et créer d'autres projets et financer les programmes éducatifs qu'on fait, etc. Ça, c'est un problème endogène. C'est un problème que vous vivez, vous, en tant que... En fait, moi, j'aimerais bien que d'autres institutions puissent en profiter. Je crois que ça nous mène directement à quelque chose qu'on a vu dans la présentation, qui est le tourisme acteur de développement durable. Je crois que Madame était en train de parler justement de la durabilité. Comment faire que le musée ait carrément le produit touristique? Moi, je vais être plus grand. Comment aller sur le produit touristique en lui-même, le Maroc? Comment faire que le produit touristique Maroc soit durable? Grande question. On vient d'entendre que trop de touristes peut faire que le produit se dégrade et qu'il n'est plus durable. Et quand on parle le concept de durabilité, quelque chose de très compliqué. On parle de pollution, des fois on parle de rareté de l'eau, on parle de beaucoup de choses. Donc, faire du tourisme durable, effectivement, ce serait quelque chose d'intelligent, parce que d'autres pays ont commencé à le faire. Donc, faire attention à qui on reçoit, quelle qualité de touristes, etc. Mais c'est un peu loin de la démarche ou de la question que vous avez posée, qui est est-ce que le tourisme est l'affaire de tous? Moi, je vais recoller juste avec un petit mot très simple. Tout à l'heure, on parlait d'Airbnb. Au fait, dans d'autres pays, quand vous voulez faire que quelque chose marche et que vous voulez qu'elle soit acceptée par tous, il faut que tous en profitent. Donc, cette histoire d'inclusion et d'équité, comment faire que ce soit l'affaire de tous? C'est très simple. Si les gens ne voient pas le retour de leur action vis-à-vis du tourisme revenir vers eux, ben ils ne seraient pas acteurs. Ce serait pas l'affaire de tous. Je vais m'expliquer un peu mieux. Aujourd'hui, quand vous parlez du tourisme, si par exemple quelqu'un, un épicier, on a parlé d'épicier tout à l'heure, s'il ne se dit pas, je profite, entre guillemets, j'ai ma part de ce marché touristique, donc je dois faire attention aux touristes pour que ça reste, ben il ne fera rien. Et c'est quand vous parlez par exemple de personnes tout court, cette personne qu'on va rencontrer dans la rue qui va être gentille, qui va être amène, ben si elle ne loue pas, si elle n'a pas la possibilité de louer peut-être sa maison ou sa chambre, parce que quand vous louez, vous dites, ah tiens, on espère avoir des touristes pour venir chez soi, pour louer, et en tant qu'individu, pour louer sa chambre ou son studio et se faire un petit pécule en plus, bien sûr dans les règles de l'art. Je rejoins Madame, il faut que ce soit, et je crois que l'État est en train de travailler sur ça pour que soit cadré et qu'il paie aussi de l'impôt. Donc, pour faire court, pour que ce soit l'affaire de tous, il faudrait que tous en profitent. Il faut qu'il y ait de l'équité. Aujourd'hui, on peut se dire que, si on peut appeler ça un gâteau, excusez-moi le terme, n'est pas profitable à tous. Alors, moi, je parle d'une manière globale. Donc, dès qu'on commence à partager et qu'on commence à permettre aux uns et aux autres, disons, de profiter un petit peu de cette manne, toujours de manière régulée. C'est ce qui fait qu'elle dure. Bien sûr. Et la même chose par rapport quand on parle de musée et des gens qui sont autour et de la difficulté. Quand les gens qui sont autour en profitent de manière correcte, ils ne nuisent pas, disons, aux commerces qui sont autour. Ou quand on les régule pas, ils commencent à nuire. Donc, il faut réguler la manière dont ils vont en profiter. Pour résumer, 2 choses. Permettre à tout le monde d'en profiter, mais réguler ce type de profit. Merci beaucoup, M. Mouffi. À vous. Bien sûr, allez-y. Moi, je veux juste, pourquoi on a autant d'influence? Je me joins à ce que vous venez de dire, mais cette influence-là, parce que une fois, il y avait un touriste qui s'appelait Majorelle, où il y avait un touriste qui s'appelait Yves Saint Laurent, et qui s'est construit cet Orient rêvé. Et donc, c'est un exotisme qui est vendu. C'est pour ça qu'il y a cette influence-là, parce que les gens, les touristes, que ce soit des touristes marocains, mais plus étrangers, et on a une statistique par pays, c'est-à-dire on peut savoir combien il y a de Français, d'Anglais, etc., que ça nous permet de maîtriser une influence. Ils viennent pour essayer de revivre un petit peu ce que ces artistes-là ont vécu. L'histoire.
cette histoire, en fait. Pourquoi cet artiste est venu s'installer ici? Donc, c'est aussi la manière de montrer ça, la manière de le vendre à ce touriste. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire de communication. C'est-à-dire que la porte, elle est, si on arrête. Je dirais tout simplement que vous avez beaucoup de chance et qu'on aimerait bien que dans les autres musées, des choses comme ça se passent. Mais il y a le musée de l'eau qui est extraordinaire et bien je sûr. vous félicite. Et dans d'autres musées, il y a d'autres jardins et il y a aussi des célébrités marocaines à qui on voudrait bien rendre hommage dans ce sens. Comme pour Taflaout, par exemple, quand on voit les rochers, les gens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Marocains qui ne le connaissent pas, par exemple, mais il y a beaucoup les rochers de Jean Véram, et il y a des gens qui vont directement voir les rochers de Jean Véram parce que c'était quelque chose qui a été fait pour sa chérie, en fait. Et les gens, ils veulent vivre ça. Vote, quand il est parti dans le sud, pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'espace. C'est justement le sujet lui-même, c'est l'affaire de tous. Bien sûr. C'est l'affaire de tous, c'est l'histoire, c'est. Est-ce qu'on peut pas en faire un cas d'école? C'est-à-dire que le fait que vous nous disiez aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de communiquer presque, que la communication se fait toute seule par l'histoire, cadrer la communication, mais de manière générale. L'histoire du jardin Majorelle, on la connaît plus ou moins tous avec Majorelle puis après Yves Saint-Laurent, mais si cette histoire-là résonne, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de faire résonner notre histoire à nous sur d'autres sites? Volubilis, par exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, Volubilis, on en parlait tout le temps, on n'en parle quasiment plus. Est-ce que vous, monsieur Loudedi, quand vous parlez avec les différents acteurs et quand vous parlez de patrimoine, est-ce que vous les emmenez à se réapproprier leur histoire et mieux la raconter? Aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire. Raconter. Tout est dans ce mot-là. Il faut raconter et partager pour créer des moments et des émotions mémorables, et qu'elles soient répétées et qu'elles soient recommandées. Un petit bémol, le musée, puisque vous parlez du musée, a beaucoup de chance. Et c'est même, pour tout vous dire, en ce qui me concerne, à mon petit niveau, pour compléter les datas avec lesquelles je travaille, c'est une sorte de baromètre pour moi. Il me donne une indication sur l'affluence de la ville, son attractivité, son intérêt, sa saisonnalité, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse se contenter de l'affluence, je dirais, quasi naturelle, parce que on a la chance d'avoir un artefact hyper attractif. Mais c'est l'exception. Pensons, j'ai une petite pensée. Excusez-moi. Oui, on confirme la règle qu'on peut se baser sur ce cas d'école et en faire l'affaire de tous. Alors, si c'est l'affaire de tous, je ne crois pas qu'on puisse juste ouvrir une boutique et attendre les bras croisés que le visiteur entre dans notre boutique. Je crois au contraire que, juste pour vous donner une idée, très rapidement, l'offre au niveau national et sur n'importe quelle destination aujourd'hui, vu la résilience du tourisme, qui est une de ses caractéristiques principales, malgré les cycles économiques que connaît le tourisme, avec parfois quelques ruptures dans l'environnement qui sont dues à des raisons spécifiques, il a toujours montré une résilience extraordinaire. Et même en période de récession, il a continué à croître, parfois à s'arrêter, mais vraiment dans des conditions exceptionnelles, et à toujours être un grand pourvoyeur d'emplois. Mais ça ne veut pas dire que cette croissance induite profite à tous. Oui, c'est important ce que tu dis, Sidi Jalal. C'est important parce que ça nous emmène à qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut faire. Très bien. Et c'est l'histoire de l'écosystème. Aujourd'hui, dans le monde entier, et surtout au Maroc, on a testé cette approche écosystémique dans les domaines comme l'automobile, comme l'aéronautique, pour dire comment on peut avancer. On a des exemples qui marchent très bien. La clusterisation. Voilà, on a des exemples qui marchent très bien, que ce soit des hôtels, que ce soit des lieux, etc. Walakin, ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Et les gens, quand ils veulent aussi investir, pour revenir un petit peu au domaine que je maîtrise, il faut qu'on puisse leur donner un petit peu les orientations, leur dire où est-ce qu'ils peuvent investir, sur quoi ils peuvent compter, que ce soit par rapport à la ville ou par rapport au centre régional d'investissement, et d'où cette idée que j'avais proposée. Donc j'en ai parlé à plusieurs personnes de la Confédération nationale du tourisme, j'en ai même parlé à Madame la ministre du tourisme actuelle, c'est d'essayer d'avoir des écosystèmes territoriaux au niveau des territoires, au niveau de dire aujourd'hui, pour croître le tourisme dans une ville par exemple comme Taroudant, il va falloir qu'on augmente
le nombre de taxis, qu'on augmente le nombre de chambres, qu'on agrandit la Médina, qu'on nettoie la place centrale, qu'on éduque les enfants, etc. Et mettre tout ça mais tout un plan intelligent et dire, on veut arriver à tel niveau. Moi, j'ai fait exprès de ne pas parler de Marrakech, mais pour arriver à tel niveau, voilà tous les leviers sur lesquels on doit agir pour arriver, bien sûr, dans cet écosystème. Il y a des gens qui marchent très bien, des gens moyennement bien, qu'on va tirer vers le haut. Et donc, cette approche écosystémique est l'élément aujourd'hui clé, à mon avis, qui va nous permettre même de mettre les écoles dans la danse, de mettre les instituts de formation professionnelle, de mettre les créateurs, parce qu'on parle des industries culturelles et créatives qui sont ce contenu, ce liant et disons ce produit touristique qui fait l'allongement de la durée de séjour, etc., etc. Si on ne fait pas ça, et je sais que si Jalal trépine parce qu'il parle de gouvernance, ça va directement à la gouvernance. Quelle gouvernance on veut pour le secteur si on n'a pas la gouvernance qu'il faut, qui peut justement gérer cette approche d'écosystème en disant je vais donner des encouragements à X pour qu'il arrive à cet endroit, à Y pour qu'il arrive à cet endroit avec un programme spécifique. Et au fait, chaque secteur va commencer à travailler dans son silo, mais sachant qu'il travaille dans un tout qui a déjà été étudié, vu, etc., et qui est gouverné et qui est piloté. Je sais que ce que je dis est un petit peu... Non, vous allez me faire regretter de ne pas vous avoir cité dans la bio comme le président du cluster Ménara. Pourquoi vous allez me faire regretter? Parce qu'on reconnaît la réflexion cluster. Moi, j'ai travaillé longtemps pour les Nations Unies et j'ai travaillé à la création du cluster des industries culturelles et créatives, donc pour l'ONUDI. On a créé le premier cluster des artisans marocains. Et on voit cette réflexion du vivre ensemble et du travailler ensemble de toute cette chaîne de valeur, qui est donc un vecteur de compétitivité important. Si vous permettez, au fait, on parle d'art de vivre. Donc, et dans ce mot, l'art de vivre marocain, c'est pratiquement quelque chose. C'est ce qui fait que tout ça fonctionne. C'est tout. Et dans ce mot-là, il y a l'art et il y a le vivre ensemble. Donc, comment faire? Et c'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous. Et donc, mais comment faire que ça marche en symbiose? Que ça fonctionne. Il y a une notion et qui doit le faire? Il y a une notion ça, c'est la question internationale. Non, mais la question que pose Youssef, elle est essentielle. Parce que le caractère transversal, là, il vient de ressortir et Youssef faisait la mise en marché territoriale et parlait d'attractivité sans la citer. Parce que, en effet, quand je disais tout à l'heure que le tourisme était une porte d'entrée dans un territoire, quel qu'il soit, à un moment donné, travailler en silo, c'est malheureusement ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a dans le silo tourisme, le tourisme est porté par plusieurs acteurs, des acteurs institutionnels, des acteurs constitués en fédération, et des acteurs privés, etc. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui travaillent sur le développement. Pareil, porté par le privé, par une agence de développement économique, par une SDL, par une peu importe. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui travaillent sur le sport. On parlait à un moment donné du trophée tout à l'heure, etc. Et ainsi de suite. À un moment donné, il va bien falloir que tous ces gens-là se mettent ensemble. Et nous avons des modèles ailleurs. Quand on observe les bonnes pratiques, il n'y a pas un seul bon modèle. Il y a des territoires qui ont décidé d'éliminer parfois toutes ces entités en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord. Et même en Asie, nous avons des entités qui ont disparu et on a tout mis dans une même boîte. Maintenant, la question qui se pose pour justement casser les silos. Mais une fois qu'on l'a fait ou qu'on l'aura fait, qui doit animer ce silo? Qui doit le porter? Qui doit le porter? Qui doit le financer? Qui doit coordonner? Voyez-vous? Et là, les choix sont divers. Que ensuite, cette stratégie globale d'attractivité soit élaborée, il faut qu'elle soit écrite. Parce que le tourisme travaille pour le commerce, l'agriculture travaille pour le tourisme, le berger, il doit être conscient. Si tu permets, je vais te couper juste pour introduire un mot. Alors s'il y a qu'un seul mot et après on laisse la parole à madame. C'est juste pour rajouter dans ce que tu dis, l'approche territoriale, parce que c'est toute la différence. On ne peut pas faire ce travail-là dans le cadre d'un pays en entier, mais on peut le faire dans le cadre de territoires, bien sûr, qui peuvent après travailler entre eux, mais pour que ça fonctionne, on dit comment on va faire travailler telle région. C'est-à-dire l'acteur principal, c'est le citoyen.
Et comment avec la Et comment coopération? avec la coopération. Par exemple, il y a maintenant une prise de conscience à l'international. Lorsque vous parlez du vivre ensemble, ça existe déjà. Nous, au niveau de Marrakech, la ville, nous avons des coopérations avec plusieurs villes. Ah, donc Et vous prenez l'indice aussi de ce qui se passe ailleurs dans les ailleurs, autres. Ok. par exemple, il y a pas longtemps, j'étais à Düsseldorf et reçue par le maire. Il y a de l'association qui existe et qui est internationale, c'est le vivre ensemble. Cette prise de conscience justement que le citoyen est lui-même impliqué, partie prenante dans la ville et justement avec cette ouverture sur d'autres villes. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important dans le sens, dans tous les domaines. C'est-à-dire que lorsque nous avons un jumelage, pardon. Au fait, Madame Beldaï, l'approche, c'est que la commune, la ville, quand on parlait, disons, des gens qui doivent gouverner un petit peu de ça, coordonner tout ça, c'est une question. Est-ce que la ville, par exemple, ne peut pas être un des acteurs ou l'acteur majeur, parce que à qui revient le bénéfice final un petit peu de cette activité, si on veut pas, au niveau financier, au niveau, disons même social, au niveau bien-être des gens. Ça revient à la mairie qui est faite, profite et dit waouh, tout fonctionne bien. C'est à la mairie d'initier tout ça, parce que c'est elle au fait qui rassemble tout l'écosystème. C'est elle qui traite le social, qui donne les autorisations. Donc, dans l'absolu, peut-être qu'il y a... Est-ce que c'est le bon modèle? Parce que Voilà, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est qu'il y a un modèle révolutionnaire. Non, il n'y a pas de modèle révolutionnaire. Je n'aime pas parler de recettes. Mais il n'y a rien de mauvais dans la révolution. Non, il n'y a rien de mauvais. Mais on préfère l'évolution, quand même. Oui, simplement, l'important, il me semble que tous les territoires aujourd'hui se posent la même question. Comment on peut faire pour attirer le plus de monde possible? Et ce ne sont pas seulement les touristes, attirer des enseignants, des étudiants, des artistes, des réalisateurs, des movie makers, pour ne parler que du tourisme, parce qu'il s'agit de ça ce soir, l'offre, selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, de l'OMT, d'ici 2030, va être multipliée par 5. L'offre. La demande, elle croîtra vraisemblablement moins vite. Et donc, à un moment donné, tous nos territoires vont, à un moment donné, devoir se disputer pour attirer et prendre leur part du gâteau. Et si en plus on compte avec le digital, là il y a un chiffre précis en ce qui concerne le tourisme. Selon Google, l'offre va être multipliée par 3,8. Donc c'est très précis, puisque si un acteur de la chaîne de valeur, en tout cas un hébergeur, pour parler que de cela dans la chaîne de valeur du tourisme, se met dans Internet, ou un restaurateur, ou il va attirer et se disputer encore une part qui est plus petite. D'où l'intérêt que ce soit bien géré pour la concurrence et la compétitivité des régions ou des zones ou des localités est plus importante. Et cette compétitivité ne peut pas se faire en silo. Elle ne peut se faire que dans le cadre d'écosystème. Parce que si moi je suis compétitif, comme ce que disait Madame tout à l'heure, ils sont performants, tout ce que vous voulez, mais si autour on n'arrive pas à ramener les gens, ou les gens n'arrivent pas, on peut pas les amener chez eux, pour une raison ou pour une autre, de logistique, ben, il y aurait rien, alors que eux, ils ont fait tout le travail. Et c'est au fait cette démarche aujourd'hui dont on parle. Et qui doit porter cette démarche, qui doit arriver à un certain moment et dire, écoutez, moi, je vais... C'est d'abord le citoyen. Non. Moi, personnellement, je pense aussi, c'est pas juste le fait aussi de penser à les gens et les touristes qui viennent, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je rebondis sur justement le vivre ensemble. Le vivre ensemble, aujourd'hui, on est à la recherche justement de ce contact, vu que nous sommes tous, aujourd'hui, tout est digital. Tout se partage vite. Tout se partage. Mais le fait que lorsqu'on arrive à la réalité, que lorsque les gens viennent chez nous, comment ce bien-être
ce partage, ce contact humain qui est aujourd'hui très important. La meilleure manière de partager, pardon? C'est très certainement autour d'un bon plat. Et Oui, c'est pour ça absolument. C'est la prochaine vidéo. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est ce partage qui est aussi une convivialité. C'est ce qu'on retrouve chez nous au Maroc, c'est cette convivialité et de pouvoir partager. Juste pour vous dire, par rapport aux relations internationales et à cette coopération décentralisée, nous, sans qu'on fasse, disons, ce métier de tourisme, parce que nous aussi, nous participons, c'est-à-dire que la ville participe à l'extérieur aussi. C'est très important parce que cette coopération et cet échange et ce jumelage avec d'autres villes, nous faisons aussi des foires, nous allons vers eux, nous invitons aussi toutes les institutions à participer avec nous pour que la ville de Marrakech soit vue ailleurs. Lorsqu'il y a un jumelage, nous participons à plusieurs foires qui sont des foires de Marrakech. La ville de Marrakech est présente, comme ça l'a été à la foire de Tours, à la foire de Marseille, à la foire en Chine. Donc, nous devenons aussi acteurs, mais pas seulement, c'est-à-dire avec le citoyen. Et nous voulons toujours mettre le citoyen au cœur de notre programme, qui est très important. Et bien sûr, nous mettons en valeur tout ce qui est richesse marocaine. Parfait. En parlant de richesse donc, marocaine, la convivialité. On va lancer la prochaine vidéo et je vais demander à la régie de la lancer, s'il vous plaît. Régie. Bonjour tout le monde, je suis Chef Moha, je suis restaurateur et chef de cuisine bien sûr à Marrakech. Alors ce que j'aimerais dire de mon pays, le Maroc, le royaume du Maroc, c'est un pays qui est de générosité, de beauté et ce qu'on dit toujours, le pays le plus proche des pays lointains par rapport à l'Europe. Et nous avons tout, la nature, la générosité et les gens, l'accueil chaleureux et la beauté du paysage et bien sûr la gastronomie qui est une des plus belles meilleures gastronomies au monde. Idan, venez au Maroc, soyez nombreux. Vous avez bien sûr reconnu Chef Moha, qui est certainement l'un des... Toujours généreux. Toujours généreux dans tout. Mais sa cuisine ne l'est pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Elle est bonne. Elle est très... Alors, je vais vous dire, c'est exceptionnel parce que c'est un gars innovant. Ça, il fait partie des gens... C'est-à-dire l'innovation qu'il a ramené, que ce monsieur a ramené dans la cuisine marocaine. Moi, je me rappelle à l'époque où je faisais un salon d'art de vivre, justement, donc il y a quelques années. Et je l'avais invité, et qu'est-ce qu'il a fait? Moha a coctailisé la cuisine marocaine, c'est-à-dire qu'il a réussi à l'introduire dans un mode de consommation occidental, parce que vous savez qu'on fait les cocktails, les dîners, cocktails dînatoires, etc. En fait, c'est ça qui fonctionne. Donc, c'est des petites bouchées, etc. Alors que chez nous, c'est le tagine, où tout le monde mange. Donc, lui était parmi les premiers à prendre donc ces petites bouchées, faire de la cuisine marocaine. Et puis, on a toujours rigolé avec ça. On dit, c'est vraiment un monsieur très, très spécial. C'est pour ça que je dis l'ambassadeur dans le sens où il a réussi effectivement avec ça à partager l'expérience avec un plus grand nombre. Exactement, au plus grand nombre. Donc, il a beaucoup fait pour la cuisine et il a beaucoup fait pour le Maroc et il continue de le faire. Il le fait très bien. Il le fait très bien. Je vais laisser l'avant-conclusion à Madame Younsi. Donc, je vais vous laisser nous dire un mot. J'ai appris beaucoup de choses des personnes qui sont autour de la table. Je suis la plus petite, la plus jeune, donc. Mais il y a une règle par rapport à cette offre. Qu'on peut, enfin, par rapport à la proposition qu'on peut offrir à cet étranger, à ce touriste qui soit étranger ou même marocain, parce que le marocain c'est aussi un touriste, c'est que quand l'expérience elle est mauvaise, 10 personnes sont au courant, mais rapidement. Donc ça se propage. Et quand l'expérience elle est bonne, voire excellente, ça passe pas. Donc faisons en sorte à ce que cette expérience soit plus ou moins bonne. C'est très beau ce que vous dites parce que c'est aussi ce que nous avons vécu à l'épisode précédent où c'était l'ère du digital et comment cette ère du digital permet de donner l'information au plus grand nombre, au plus rapide. Donc effectivement, réussir, c'est réussir plus vite et réussir ensemble mieux. Nous avons baptisé ce programme les Travel Web Talks comme une discussion et pour discuter
on pense qu'il faut peut-être se positionner devant son alter ego. Et c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit tous aujourd'hui. On pense que franchir le pas vers l'autre et échanger avec cet autre, c'est la politique, l'artiste, l'éducateur, l'homme de santé, le citoyen et chacun de nous qui composons la toile de notre beau pays avons cette responsabilité. Donc nous avons durant ce talk tutoyé le sujet à travers l'intervention de nos invités. Je vous remercie tous d'avoir été présents avec nous. Nous espérons avoir en tout cas lancé le débat et nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour le 3e épisode des CNT Travel Web Talks. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas d'activer vos notifications et donc je vous invite le mois prochain pour le prochain épisode. Merci beaucoup.